Je ne veux plus me mentir. On connaît désormais la composition du Parlement qui doit impulser ces 5 prochaines années la politique gouvernementale de la France et faire les lois qui détermineront notre avenir, notamment notre avenir climatique, écologique. Et pourtant, on n'y voit pas forcément plus clair. Avec une Assemblée nationale sans majorité évidente, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, réussit à glaner 142 députés, alors qu'Ensemble a 245 sièges et le Rassemblement national en a 89. Dans ces conditions, on peut se demander comment les députés feront pour imposer des lois progressistes et ambitieuses. L'un des gros chantiers politiques du gouvernement qu'il va falloir imposer dans le calendrier parlementaire, c'est celui d'une planification écologique et de lois pour la biodiversité et le climat. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Alma Dufour. Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Ouais, pas trop fatigué après cette campagne quand même ? Si, grosse campagne. Donc moi, je suis élue en 4e circonscription de Seine-Maritime. Là, ça ne dit rien à personne, mais en gros, c'est la banlieue industrielle de Rouen. Et ça a été une campagne assez dure. Beaucoup de terrain, donc fatiguée mais heureuse, ouais. Il faut préciser que ça va être votre premier mandat. Vous êtes une nouvelle députée, donc élue NUPES, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, donc en Normandie, avec 53,7% des voix. Vous aviez rejoint le Parlement de l'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne de l'élection présidentielle, mais on vous connaît surtout pour vos combats pour une écologie populaire, on en parlera, et notamment contre la multinationale Amazon, lorsque vous étiez à l'époque chargé de campagne aux Amis de la Terre. Vous êtes de celles et de ceux qui portaient les questions d'écologie et de climat dans la campagne qui s'est terminée et qui y allait les porter également à l'Assemblée nationale. Alors, la semaine dernière et puis la semaine d'avant, on a subi une vague de chaleur dans le pays avec des températures et une canicule record pour le mois de juin. Il y a des alertes de plus en plus tôt, de plus en plus fréquentes. Les experts du GIEC font directement le lien avec le réchauffement climatique. Il y a aujourd'hui de quoi s'inquiéter. Et c'est dans ce contexte qu'on attend de vous, donc les politiques, les députés, des actions politiques au Parlement pour qu'on puisse en sortir. Le sujet de la canicule, peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde, mais c'est un sujet politique. Désormais, député, vous, avec vos collègues, qu'allez-vous faire à l'Assemblée nationale pour porter une politique justement qui nous sauve de la catastrophe dans laquelle on est déjà et pour vous assurer que ces catastrophes, comme celles qu'on a subies ces dernières semaines, ne soient plus seulement des faits divers, mais des sujets politiques qui soient abordés comme tels par vous? Alors, c'est un vaste sujet parce que, comme vous l'avez dit en début d'interview, nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Personne ne l'a vraiment tout à fait, mais la NUPES n'a pas autant de sièges qu'Ensemble. Moi, si je me suis engagée dans cette campagne à la base et si j'ai décidé de quitter mon travail aux Amis de la Terre pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi et surtout à cause de l'urgence climatique, à cause du décompte, on va dire, d'années qui nous restent pour agir sur le changement climatique. Très honnêtement, au niveau mondial et au niveau français, très honnêtement, la situation, elle est assez critique, puisque le GIEC, le dernier rapport nous informe qu'on n'aurait que 3 ans pour commencer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui n'est jamais arrivé, sauf pendant la pandémie en 2020, pendant le Covid-19, et on voit que les émissions sont reparties à la hausse directement après et qu'elles ont déjà réatteint un pic cette année par rapport à 2019. Précisément, ils disent que dans 3 ans, il faut que ça soit stabilisé. Ouais. Donc en fait, qu'il faut agir dès aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on n'y est pas et on n'y sera pas. Clairement, il faut le dire, les 1,5 degrés, de toute manière, on sait qu'ils sont... Enfin, cet objectif qui était l'objectif de l'accord de Paris, 1,5 degré de réchauffement en 2100, ils vont être dépassés là dans la décennie. Donc en fait, ce qui est terrible, c'est que moi, quand j'ai commencé à militer, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, en fait, on pensait, de 2100, 1,5 degré, c'était l'objectif. Et aujourd'hui, en fait, on voit à quel point il est déjà dépassé. Et en fait, moi, en 7 ans, j'ai vu à quel point ça s'est accéléré, à quel point les impacts se sont accélérés et se sont intensifiés beaucoup plus que ce que les scientifiques prédisaient. Et les scientifiques, aujourd'hui, disent eux-mêmes qu'en fait, ça va plus vite que ce qu'ils avaient prédit. Il y a 7 ans, c'était les accords de Paris. Oui, pardon. Je précise, il y a 7 ans, effectivement, j'ai commencé à militer pour le climat un peu avant la signature des accords de Paris, donc sur le climat. Donc bref, tout ça pour dresser un tableau un peu noir, mais le tableau est noir et il faut pas mentir aux Français, en fait. Et ce qui va être difficile pour nous, c'est d'essayer de créer un consensus et un accord sur des mesures radicales pour lutter contre le réchauffement climatique en France.
On sait que le gouvernement va s'engager dans des mesures de planification écologique. Concrètement, ça ira pas assez loin, puisqu'on l'a fait. En fait, il va conserver la même logique que celle qu'il avait sous le quinquennat précédent. Il va sûrement renforcer des choses. Je ne dis pas qu'ils vont rester au même degré d'ambition que ces 5 dernières années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont montré pendant 5 ans qu'ils ne comprenaient pas la nature en fait, de ce qui cause le réchauffement climatique et l'incompatibilité qu'il y a entre le modèle économique qu'ils défendent à toute force et les émissions de gaz à effet de serre et leur accroissement. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des lois de programmation, des investissements, etc. Déjà, il y a 2 questions en fait, qui se posent. Vraiment, je vais synthétiser, c'est les dépenses, c'est-à-dire combien on investit par an pour les infrastructures, donc énergétique, logement, transport. Et deuxième chose, c'est est-ce qu'on encadre ou est-ce qu'on n'encadre pas les activités polluantes. Et sur ces 2 points, ce qui risque de bloquer, c'est que le gouvernement ne veut pas encadrer les activités des entreprises et notamment des multinationales, on le sait depuis 5 ans. Et le deuxième point qui risque de bloquer, c'est que vu qu'on est dans des conditions d'austérité budgétaire, il risque de ne pas mettre assez d'argent sur la table pour la transition, en gros. Et nous, on va essayer de convaincre au maximum, à la fois dans l'hémicycle, mais dans la rue aussi, qu'il faut aller sur ces 2 terrains de façon très rapide. Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de m'expliquer, parce que là, on n'a plus vraiment le temps de débattre, en fait, il y a une urgence. Quand on voit toutes ces alertes, les catastrophes en cours, on se dit que nos dirigeants, ils ont fait quand même le choix de la catastrophe et de l'effondrement. On a eu ces impressions-là les semaines précédentes, notamment avec la canicule. Mais ce paradigme, il domine encore aujourd'hui, et c'est ce paradigme-là aussi qu'il va falloir changer. C'est aussi une question d'idéologie, peut-être, au Parlement, qu'il va falloir apporter pour pouvoir combattre cet état de fait et puis cette inertie politique. Mais il y a une énorme inertie politique. Et c'est une question, oui, c'est une question d'idéologie, mais c'est aussi une question d'intérêt. Enfin, c'est-à-dire que... Voilà, tout le monde a intérêt à combattre le réchauffement climatique, puisque à terme, oui, certains sont en première ligne, mais à terme, c'est ça. On sera tous mais concernés. le temps long et le temps court. Et à court terme, il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on prenne les mesures qu'il faudrait pour réduire le changement climatique. Et ces personnes-là sont les actionnaires et les dirigeants des plus grosses entreprises du monde, et françaises aussi. Ça signifie, parce que vous m'avez parlé de la planification écologique que Emmanuel Macron a repris, que vous n'y croyez pas finalement à ce revirement ? Non. Enfin... Encore une fois, je pense que c'est pas une question... Voilà, par exemple, avec le Rassemblement national, on a un vrai sujet de déni, carrément, de la réalité climatique, ou en tout cas du fait qu'elle soit causée par l'homme et qu'il faille agir politiquement. On n'a pas la même... Voilà, c'est pas le même degré d'inaction climatique. Un ami qui travaille à Greenpeace, Clément Sénéchal, parlait de climato-négationnisme et climato-scepticisme. C'est cynisme, je crois. Ouais, c'est ça, climato-cynisme. C'est-à-dire que du côté de Renaissance, d'ensemble, du coup, je sais pas, j'ai toujours un peu... On s'y perd. Ou La République en marche. En fait, il y a une ambition d'améliorer les choses, mais cette ambition, ils n'ont toujours pas opéré effectivement la mue idéologique pour des raisons, je pense, idéologiques, mais aussi d'intérêt concret, d'intérêt des multinationales et des dirigeants et des actionnaires qui les entourent. Enfin, clairement, on voit les pantouflages et les passages de l'industrie dans les cabinets et vice-versa. Enfin, là, on a vu quand même M. Djebari, l'ancien secrétaire d'État au transport, qui est parti bosser dans l'aviation. Enfin bon, voilà. On a vu aussi une ancienne... Une ancienne directrice de... Il en venait à la base aussi. Oui, il en venait, mais voilà, il y retourne. Une ancienne directrice de cabinet qui va aller travailler avec l'industrie des pesticides. Enfin bon, on voit quand même qu'il y a des... Donc déjà, ça, c'est non négligeable. En réalité, ça explique beaucoup de choses. Mais il y a aussi, effectivement, idéologiquement parlant... un manque de connaissances profondes du sujet du changement climatique et de réalisation que notre modèle économique, tel qu'ils le défendent, est incompatible, tout simplement. Ça fait 50 ans qu'on a un retour d'expérience de 50 ans où on nous dit, en gros, c'est la croissance économique qui va apporter des évolutions technologiques positives qui vont permettre de réduire les émissions. Ouais, en gros, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ça l'idée en fait, derrière. Et on voit qu'effectivement, nous avons des technologies vertes qui se développent de plus en plus, c'est pas un sujet. Il y a effectivement les investissements dans les énergies renouvelables n'ont jamais été aussi importants dans le monde, etc. Néanmoins, c'est pas pour autant
que les activités polluantes baissent et que les investissements dans les activités polluantes baissent. Et donc sans encadrement, en fait, on se retrouve avec à la fois des énergies renouvelables et l'augmentation de la production d'énergie fossile. Et on voit du coup que les émissions continuent d'augmenter. Parce que la demande augmente, mais parce qu'on se refuse à encadrer le marché, tout simplement. Et, donc, et là, effectivement, je n'ai vu aucun signe, aucune trace du fait que le gouvernement soit dans une optique différente par rapport au marché et à son encadrement. Non, en fait, avec ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, les petites modifications à la marge ne pourront jamais suffire. Il faut un changement structurel, total. C'est exactement ça. En gros, effectivement, vous aurez beau... Enfin, comment le résumer? En fait, vous aurez beau accroître la part d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Je prends cet exemple-là parce qu'il est simple à comprendre. Prenons l'exemple de la Chine, par exemple, qui est un pays qu'on critique beaucoup parce que le plus gros émetteur mondial. Néanmoins, la Chine est aussi le pays qui installe le plus d'énergie renouvelable au monde et de très 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 loin, quoi. C'est-à-dire que la moitié des capacités d'énergie renouvelable installées dans le monde chaque année le sont en Chine. La part des énergies renouvelables dans le mix électrique chinois a énormément augmenté et beaucoup plus vite que dans n'importe quel pays. Donc voilà, c'est pas un pays qui prend ça à la légère. Néanmoins, c'est un pays dont le modèle économique, on le sait, est bâti sur une croissance rapide, tirée par l'industrie manufacturière, la production de biens, qui requiert aussi du charbon, puisque la Chine développe encore du charbon. Et en fait, même si le mix électrique, donc même si la part d'énergie renouvelable augmente, le simple fait de continuer sa croissance, en fait qu'elle continue d'ouvrir des centrales à charbon et fait qu'en fait, la Chine émet toujours de plus en plus, malgré ses investissements colossaux dans la transition. Très concrètement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous ne mettez pas un plafond à vos activités polluantes et à l'usage d'énergie peu chère, carbonée, en fait, malgré vos investissements et les améliorations technologiques que vous essayez d'apporter, vous continuez, de par le fait que vous vouliez grossir votre économie de plus en plus, à émettre toujours davantage. Le pas de temps de développement de la technologie est trop lent par rapport au pas de temps de la croissance économique et du changement climatique, si je dois synthétiser mon propos, en gros. Du coup, avec ces sujets, comment vous allez faire, en étant minoritaire au Parlement, comment vous allez vous organiser avec les autres députés NUPES pour imposer ces thèmes dans l'agenda parlementaire? Vous allez constituer un groupe de députés qui vont travailler sur ces questions, une task force sur l'écologie et le climat? Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, comme on vient de prendre nos fonctions, là, il y a déjà la commission développement durable et aménagement du territoire, qui sera une commission centrale, puisqu'en fait, tous les textes vraiment qui ont trait à l'environnement passeront par cette commission. Il y a en fait d'autres commissions qui sont profondément liées à ce sujet-là. C'est la commission économie et la commission des finances. Au-delà des commissions, donc déjà les députés qui seront dans ces commissions se devront de se coordonner au maximum et d'essayer de pousser à l'agenda. Nous, on peut mettre des propositions de loi pour essayer de faire avancer les choses. On sait que le gouvernement va de toute manière aller sur des textes sur le climat, comme il l'a fait le précédent quinquennat. On a eu plusieurs textes quand même. On a eu la loi climat-énergie, la loi sur le climat, justement. Bon, ces textes sont vides, complètement vides, mais il a apporté à l'agenda. Et nous, après, ce sera notre travail de déposer des amendements et d'essayer de les faire voter par la majorité de l'hémicycle. Mais on se fait peu d'espoir sur le fait que, mis à part la NUPES, tout le reste du champ politique qui a été élu dans l'hémicycle est très en deçà de l'urgence climatique, en tout cas dans leur programme. J'ai envie de dire, ensemble, c'était à peu près un peu les plus ambitieux. Et on voit le gap qu'il y a entre le programme d'ensemble et la capacité à réduire réellement nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous parle même pas du Rassemblement national ou des Républicains, quoi. Donc on a vraiment du souci à se faire du côté de l'hémicycle sur notre capacité. Transformer le Parlement ZAD, comme dit Marine Le Pen, et le Rassemblement national. On va voir, hein. Peut-être qu'on va essayer de les convaincre, on va faire des actions. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les Français comprennent qu'effectivement, les résultats de ces élections sont préoccupantes pour le climat. Oui, justement, l'élection de 89 députés RN, plus Nicolas Dupont-Aignan et Madame Ménard. Les Républicains, pardon, il n'y a pas de différence foncière de nature entre les Républicains et le RN sur ce sujet-là. Enfin, il y a quand même quelque chose que vous anticipez, du coup, pour ce mandat, la manière dont les débats vont être gérés avec, face à vous, des gens qui vont porter des positions climato-cyniques, comme vous dites? Oui, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce qu'on voit aussi parce que c'est pas parce que quelque chose est vrai et catastrophique
que ça veut dire que les gens vont forcément se rendre compte de ce qui se passe et forcément avoir la bonne réponse et une réponse adaptée. Vous l'avez dit au début, comment ça se fait? On est au bord de la catastrophe et personne n'agit. C'est ça qui est terrible, c'est que l'être humain n'est pas spécialement rationnel, enfin, ou pas entièrement rationnel, et qu'en fait devient politique ce dont on parle comme tel, ce que vous avez dit, c'est-à-dire on pourrait très bien subir plein de catastrophes climatiques et ne jamais nommer le mot ni changement climatique, ni responsabilité humaine, ni responsabilité économique en fonction des médias qui tiendront ce discours-là. Et les gens pourraient juste subir sans forcément s'expliquer et voir les causes, les liens de cause à effet et vouloir changer. Et on l'a vu, par exemple, il y avait un article très intéressant sur l'Australie, qui est quand même un pays qui a subi des impacts du changement climatique absolument énormes. C'est aussi une responsabilité énorme. Et qui a aussi une responsabilité énorme. Et ce n'est pas pour autant que la société a fait un bond en avant en termes de conscience écologique. Tout dépend des forces politiques en présence et de comment elles agitent aussi la société et les médias et le discours qui sera relayé. Donc effectivement, sous la poussée de députés réactionnaires et de certains médias, on va dire, vous voyez duquel je parle notamment, qui ne parlent quasiment jamais du changement climatique, ou quand ils en parlent, voilà, pour avoir des discours qui frôlent le déni, ou alors des discours ultra culpabilisants sur les gens, qui vraiment font tout pour que l'écologie soit détestée des classes populaires. En gros, c'est ça, et c'est ça qui se passe depuis des années. C'est inquiétant. Parce que malgré l'intensification du phénomène, c'est pas dit qu'on arrive à construire et à avancer donc du coup vers une prise de conscience plus générale dans la société, une volonté d'agir aussi dans la société, quoi. Mais justement, vous venez de parler de responsabilité, mais la responsabilité, vous allez la pointer dans l'Assemblée nationale. Qui est responsable? Est-ce que c'est le système économique, le capitalisme, ou est-ce que c'est le gouvernement? Les deux, parce que du coup c'est le système économique et le capitalisme, clairement. Clairement, puisque ce système est intrinsèquement incapable de fonctionner avec des limites. C'est ça, en fait, de se dire on ne peut pas être dans une recherche de croissance permanente et de dette permanente dans un système où les ressources et l'équilibre de la planète est fini. Et ce système-là, ontologiquement, il ne fonctionne pas avec ce principe-là. Et il est prédateur, de fait il l'est. Et voilà, donc comme je l'ai déjà dit, sans encadrement et sans plafonnement, c'est impossible. Et le gouvernement est le tenant de ce système-là. Le gouvernement, vraiment, pour moi, il est même anachronique, en fait. C'est un gouvernement, c'est la queue de comète, en fait, de la révolution néolibérale de Reagan à l'époque. C'est-à-dire, pour moi, c'est exactement la même idéologie que celle qu'on connaît depuis les années 80. Il n'y a pas beaucoup de changements dans la doctrine économique. Et en fait, oui, effectivement, donc il est le tenant de ce système. Il est là pour le défendre et pour nous expliquer que c'est ça qui va faire que les Français vivront mieux et qu'on pourra résoudre le changement climatique. Emmanuel Macron, je vous donne un exemple, pendant le Covid, il a dit quelque chose qui était assez fou. Il a dit, vous voyez, pendant le Covid, les émissions n'ont réduit que de 8% ou 7%. Or, c'est pas, vous voyez, ça prouve que c'est pas suffisant, en fait, le fait de limiter l'activité économique, parce que c'est peu, en fait, 8% par rapport à ce qu'il faudrait réduire sur plusieurs années. Et il a dit ça, il a osé dire ça, alors que c'est la seule fois dans toute l'histoire, depuis le début du développement industriel, que les émissions ont réellement réduit à un moment. Alors, c'est pas du tout le modèle de société qu'on souhaite, mais en fait, il en est à nier l'évidence et à nous dire, vous voyez, l'arrêt de certaines activités ne fonctionne pas, alors que visiblement, manifestement, si on regarde juste en termes comme d'observateurs froids, en fait, c'est le seul moment où les émissions ont vraiment réduit, à un moment donné. Et donc, il est dans un total déni, et effectivement, et tous les gens qui l'entourent le sont aussi. Et voilà, moi, ça fait 5 ans que je les pratique, et j'ai aucune confiance en eux pour changer leur braquet idéologique, quoi, malheureusement. Mais justement, on va parler des activités industrielles, mais avant, j'aimerais vous demander, quelle est la priorité? Là, vous attendez une nouvelle loi climat pour les prochains mois? Alors pour les prochains mois, nous, on a entendu dire qu'il y aura une loi sur le mix électrique et énergétique. Donc effectivement, il faut avancer sur ces sujets-là. On a un gros retard dans le développement des énergies renouvelables. Vous savez que la France est, je crois, le seul pays de l'Union européenne qui n'avait pas atteint ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Donc on a raté la marche, pas beaucoup, mais quand même, c'est quand même un mauvais signal. Évidemment, il y aura des énormes débats sur le nucléaire. Et d'ailleurs, le gouvernement
peut-être aussi qu'il va tenter d'instrumentaliser cette question-là et qu'il place ce débat assez rapidement pour aussi mettre un coin dans la NUPES où on sait que les sujets énergétiques ne sont pas forcément les sujets où il y a le plus de consensus entre certains partis sur le nucléaire. Il fait déjà de l'instrumentaliser au niveau européen avec la taxonomie verte, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Oui, tout à fait. Alors la taxonomie verte, je ne sais pas si les gens voient de quoi on parle. En gros, c'est le fait pour... en fait, c'est une espèce de classification des investissements comme verts ou non verts qui permettent d'avoir le soutien public notamment de l'Union européenne. Il a fait inscrire le nucléaire. Voilà, et là c'est en train de battre disons que ils sont en train de battre en retraite face au Parlement, à l'Union européenne, donc c'est pas fini ce dossier, mais effectivement, le gouvernement qui vantait le nucléaire comme une manière, l'énergie la plus propre, la seule manière de lutter contre le changement climatique réaliste, puisque une énergie puissante qui permet de justement pas changer le modèle économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, a été prêt à marchander avec des pays qui voulaient inclure le gaz. Donc le gaz qui est une énergie fossile extrêmement polluante, contrairement à ce qui est présenté comme une énergie intermédiaire qui émet moins. En fait, les dernières études révèlent en fait que le gaz émet énormément de gaz à effet de serre, notamment à cause des fuites de méthane tout au long du parcours du gaz, que ce soit à l'extraction ou au transport dans les gazoducs. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais donc du coup, le gouvernement a scellé un pacte en fait avec les pays défenseurs de cette industrie pour inclure et le nucléaire et le gaz dans ce qui pouvait être financé par l'Union européenne au titre des investissements climat. Donc c'était dramatique et donc là on voit le vrai visage du gouvernement. En fait, ils sont derrière les lobbies, ils veulent sauver l'industrie nucléaire pour plein de raisons, mais c'est pas forcément pour l'écologie, c'est pas forcément par une conviction écologique primaire. Et d'ailleurs, on le sait, les nouveaux EPR qui sont en préparation seront prêts beaucoup trop tard par rapport au pas de temps qui est de 10 ans. En fait, ce qui est très très agaçant, c'est qu'ils font mine en fait que le pas de temps à atteindre, c'est 2050. Donc on vise tous la neutralité carbone en 2050, tous les États du monde, il n'y a aucun sujet avec ça. C'est facile de viser la neutralité carbone pour dans 30 ans, il peut se passer plein de choses en 30 ans, on peut rêver de technologies de rupture hyper efficaces, hyper peu chères, qui nous permettraient de nous sauver, etc. C'est facile en fait, dans 30 ans, on n'a pas à prouver qu'on est en train d'agir. En fait, le vrai pas de temps, il est en 2030, donc il est dans 8 ans. 8 ans, quoi. 8 ans, et c'est en fait, si on ne réduit pas les émissions d'ici ce pas de temps-là, en fait, là, on va dépasser les seuils d'emballement climatique. Et là, pour le coup, le gouvernement n'a pas de plan solide pour 2030, pour réduire suffisamment. Donc les émissions, en France, elles devraient réduire soit de 55%, soit de 65% si on inclut la responsabilité historique de la France. Pour moi, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est même pas réduire ça sert à rien d'augmenter le curseur de réduction des émissions de la France territoriale. Je pense que 55, c'est déjà énorme, mais par contre, il faut réduire nos émissions importées. Ce qui n'est pas obligatoire dans le cadre de l'Union européenne, ni dans le cadre de la France. Nous n'avons pas d'objectif de réduction de nos émissions importées, c'est-à-dire les émissions qui sont liées aux produits qu'on importe et que l'on consomme, alors qu'elles sont en train de dépasser les émissions du territoire national. Justement, vous avez fait campagne pendant les législatives dans une circonscription industrielle avec des enjeux liés à l'emploi. Comment ça s'est passé là-bas quand vous parlez d'écologie? Que vous ont dit les gens que vous avez rencontrés dans votre circonscription? Qu'attendent-ils de vous sur ces sujets? C'est intéressant parce que, je reprends l'exemple, je reprends l'argument que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que devient politique un sujet qu'on décide de faire comme tel. Ça fait des années que des populations ouvrières, notamment, sont exposées à des nuisances que l'on pourrait qualifier d'environnementales et de sanitaires, en fait. Il y a des enjeux de pollution industrielle et de santé environnementale. Voilà, mais en fait, ça fait des années que l'on n'en fait pas un sujet politique. Et un peu comme c'est ma crainte pour le climat aussi, en fait. En fonction, ça fait des années qu'il y a des gens, en fait, pour le dire très clairement, ça fait des années qu'il y a des gens qui meurent de cancer qui sont liés à l'activité industrielle lourde en France. Et ça fait des années qu'il y a une omerta et qu'on n'en parle pas. Alors, on va dire, là, c'est la santé, c'est pas le climat, mais tout ça, c'est quand même assez lié, c'est-à-dire des pollutions que notre activité économique émet et dont on ne veut pas prendre connaissance ou on ne veut pas tenir responsabilité. On peut faire peut-être un parallèle avec un antécédent dans notre histoire qui est celui de l'amiante. Oui, exactement, tout à fait, où on sait que même encore aujourd'hui, c'est très difficile de faire reconnaître des morts liés à l'amiante ou des cancers liés à l'amiante par les médecins, même aujourd'hui encore, et on a mis des années avant de reconnaître ça comme une maladie professionnelle, alors que ça faisait longtemps qu'on savait. Et en fait, ça, c'est juste l'amiante, c'est une substance parmi les trentaines de milliers en fait, qui circulent, qui sont produites.
Et donc c'est préoccupant et ce n'est pas un sujet politique. Et en fait, voilà, ça fait des années que les populations, notamment ouvrières ou les riverains de ces usines-là, sont victimes en fait de maladies qui sont liées à l'activité, mais on ne le présente pas comme un sujet ni de santé ni comme un sujet écologique. Donc en fait, les gens, c'est pour tout ça, pour en venir à mon propos, c'est que les gens en fait font de l'écologie ou vivent l'écologie au quotidien, mais sans forcément la nommer comme telle et la politiser comme telle. Donc, parce que les syndicats abordent ces questions, mais sans forcément parler d'écologie. Et sans forcément parler d'écologie, et puis il faut dire ce qui est. Il y a eu un moment donné où on a laissé les populations, et c'est terrible. Moi, j'ai été pendant la campagne présidentielle, j'étais à Fos-sur-Mer, qui est donc près de Marseille. C'est une zone industrielle, voilà, avec beaucoup de pétrochimie et de raffinerie. C'est une épidémie de cancer là-bas. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Je vous donnerai un exemple. Il y a quelqu'un qui était venu à une petite table ronde qu'on a organisée et qui avait travaillé dans une coquerie donc, sur Fos-sur-Mer. Je ne me souviens plus du nom de l'entreprise. Il avait 70 ans passés. Et il nous a dit qu'il était à la retraite depuis 2009, je crois, et que depuis 2009, il avait perdu 80 collègues morts de cancer. Voilà, c'était absolument terrifiant. Alors certes, c'est très concentré, hein. Et c'est pour ça qu'on oublie ces gens. Ces gens-là sont en fait des citoyens de seconde zone qu'on relègue et dont on relègue l'impact sur la santé. Et en fait, les ouvriers sont un petit peu en première ligne bien des sûr, packages environnementaux. Ils sont en première ligne. Et pour finir mon propos, et ce qui est terrible, c'est que souvent, on leur a laissé le choix entre avoir un emploi et avoir le cancer, en fait. Et c'est aussi pour ça que pour les syndicats, c'était dur de forcément toujours tirer la sonnette d'alarme, parce que c'était des emplois industriels plutôt bien payés. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, la délocalisation et la pression sur les coûts font qu'en plus, les ouvriers sont même plus, commencent à ne plus être aussi bien payés. Il y a beaucoup d'intérimaires. En fait, on est en train de démanteler le droit du travail aussi ouvrier dans les conventions, dans les usines d'industrie lourde. Et du coup, on n'a même plus l'argent qui vient, on va dire, récompenser les risques pris, entre guillemets. Bref, tout ça pour dire que, en fait, voilà, c'est pas des citoyens et des citoyennes qui découvriraient l'écologie. En fait, c'est des gens qui, en fait, la vivent depuis très longtemps, mais c'est une politisation de ces sujets-là qui est différente, parce que eux, c'est leur travail, eux, c'est ce dont ils vivent. Et donc, du coup, c'est des gens qui sont placés à des points de contradiction de la société qui sont très forts. Contrairement aux classes plus tertiaires, aux gens qui travaillent dans le tertiaire, qui vivent dans des villes où, du coup, à la fois, leur travail pollue moins par essence, même si, en fait, ils peuvent travailler dans une grande banque ou une assurance dont les activités polluent à l'autre bout du monde. Mais ça, par contre, c'est moins directement lié, on pointe moins leurs responsabilités, entre guillemets, ils se sentent moins... Voilà, les employés de la BNP Paribas ne se sentent pas travailler dans une grosse industrie dégueulasse, alors que pourtant, finalement, la BNP Paribas et la Banque européenne qui finance le plus les énergies fossiles à travers le monde. Donc de fait, la BNP Paribas pollue plus qu'une raffinerie de pétrole en France, par exemple. Mais les employés de la BNP Paribas ne se sentent pas faire partie d'une industrie polluante. Alors que les gens qui travaillent dans une raffinerie, qui travaillent dans l'industrie des engrais chimiques, tous les jours, on leur renvoie cette image, voilà, de travailler dans quelque chose de sale, quand bien même c'est essentiel pour l'instant au fonctionnement de l'économie. Donc c'est intéressant parce que, en fait, voilà, les gens qui travaillent à la BNP Paribas, les gens qui vivent à Paris, qui ont des transports en commun, etc., ne se sentent pas placés au même point de tension entre l'écologie, le social et l'emploi que les gens qui vivent sur le territoire duquel je suis élue. Et c'est pour ça, moi, ça m'honore et ça me fait très plaisir d'être élue de ce territoire-là plus que d'un autre, quoi. Et du coup, comment vous allez porter aussi ce sujet ? Il faut aider les victimes, il faut mettre en place des mesures par rapport aux victimes des pollutions, peut-être les lanceurs d'alerte aussi. Je crois que dans votre programme, celui de la NUPES, vous parlez de mettre en place un fonds pour les lanceurs d'alerte qui abondent pour les productions polluantes. Comment vous allez justement porter ces questions ? Alors en gros, déjà, vous me disiez quel est le rapport des gens à l'écologie sur mon territoire. C'est vrai que j'ai commencé à répondre à cette question, mais je ne l'ai pas répondu en partie. En gros, les gens sur mon territoire, ils sont dans une urgence sociale qui est extrêmement forte. Ils sont dans une urgence sociale extrêmement forte, donc il y a des villes où il y a quand même plus de 28% de chômage, donc vraiment c'est quand même assez... et dont des quartiers où il y a une personne sur deux qui est sans emploi. Donc vous appliquez l'inflation sur les prix à cette situation qui préexistait, ça vous donne un peu une idée de la situation. C'est très tendu. Il y a des gens, ils se privent de repas, quoi, aujourd'hui. Et malheureusement, la voiture n'est pas le poste de dépense qu'ils peuvent réduire en premier, puisqu'il n'y a pas de transport en commun suffisant sur le bassin rouennais.
Et donc, du coup, ils ont besoin de leur voiture pour travailler. Donc, on voit que même si l'essence, elle est à 2,30 € le litre, enfin, voilà, on n'en aurait même pas rêvé avec une taxe carbone, on va dire, à l'époque des Gilets jaunes, d'avoir l'essence à ce prix-là. En fait, les gens ne se passent pas pour autant de leur voiture parce qu'ils en ont besoin pour vivre, enfin pour survivre, pour aller travailler. Donc du coup, on voit qu'il y a un problème, un blocage, c'est-à-dire qu'en fait, régler les problèmes écologiques par les prix pour les classes qui sont en périphérie, et qui ont besoin de leur voiture comme un outil de travail en fait, pour aller travailler, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il faut d'abord créer les alternatives et réparer les 40 ans d'aménagement du territoire qu'on a fait avec le tout-voiture en fait, et qui a augmenté les distances entre domicile et travail. Les gens ne peuvent pas déménager du jour au lendemain pour se rapprocher de leur travail, même si maintenant des gens le disent. Ils disent « Ah, c'est vrai que j'ai fait un mauvais choix ». À l'époque, l'essence coûtait pas cher. Je me suis dit que je pouvais avoir une maison là ou un appart là et travailler à l'autre bout. Maintenant, je vois qu'en fait, je suis trop loin de mon travail. Pourtant, ils ne travaillent pas à l'autre bout de la France. Mais ils commencent à avoir ce genre de réflexion. Mais ça prend du temps, en fait. C'est pas quelque chose... Donc, c'est des trucs très quotidiens par rapport à la voiture, donc un rejet des politiques, notamment de ZFE, et donc des taxations carbone, ça c'est évident, de ZFE aussi, c'est-à-dire les politiques qui voudraient leur faire racheter des voitures alors qu'ils sont déjà, ils savent pas comment ils vont faire pour finir le mois, ça c'est très compliqué à entendre, et nous on est contre en fait le fait d'interdire l'accès aux classes plus populaires au centre-ville en fait et les forcer à racheter des voitures neuves qui pourront pas s'acheter quoi concrètement. D'ailleurs dans votre campagne j'ai vu vous avez repris le slogan des gilets jaunes, fin du monde, fin du mois dans le combat. Tout à fait. D'ailleurs même votre suppléant c'était un gilet jaune, oui. C'est un syndicaliste et un gilet jaune. C'est un gilet jaune donc un des porte-parole du rond-point des Vaches, donc ce fameux rond-point qui est à côté de Rouen, qui a été un des ronds-points les plus actifs pendant le mouvement, et Olivier Bruno, donc je le salue. C'est aussi un syndicaliste qui travaille dans la plus grosse usine de fabrication et de stockage d'engrais chimiques d'Europe, donc qui s'appelle Borealis, qui est sur notre circonscription. Donc c'était pas un choix anodin. J'ai fait ça, j'ai choisi lui parce que je voulais, à la fois parce qu'il connaît bien ces sujets, il est dans l'industrie et moi je voulais travailler avec quelqu'un qui bosse dans l'industrie. Et par ailleurs pour incarner aussi, le fait que l'écologie, c'est pas raboter sur ses ambitions que d'avoir une écologie qui ne fait pas de faux semblants, qui culpabilise pas outre mesure les classes ouvrières et les classes populaires, alors qu'en fait le vrai problème c'est les investissements des multinationales, c'est les comportements aussi des populations les plus aisées dans la pollution générale, et qu'en fait par exemple typiquement sur les engrais chimiques, il faut réduire de façon massive et rapide la consommation d'engrais chimiques en France si on veut réussir notre transition agricole, parce que les engrais émettent énormément de gaz à effet de serre, en plus de polluer les sols et les eaux. Mais en fait, pour moi, c'est la ligne qu'on doit tenir. Pareil pour les raffineries, en fait. On en a quand même besoin dans la transition, puisqu'on va diminuer progressivement et qu'on ne peut pas, comme pour l'aménagement du territoire du jour au lendemain, dire ça s'arrête parce que le système s'effondre. Et donc, nous, on préfère avoir des usines en France, qui produisent en France et qui maintiennent les emplois dans un déclin de l'activité programmée sur 10 ans, comme pour l'essence, plutôt qu'en plus de délocaliser, de supprimer des emplois et d'être en plus, du coup, beaucoup plus vulnérable aux fluctuations des cours. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, on ne le dit pas, et c'est terrible, on présente, les médias présentent l'écologie, soit ils n'en parlent pas, soit vraiment ils le présentent vraiment comme quelque chose... Voilà, je disais des comportements individuels qui est très punitif. Personne ne vous dit qu'en fait, si on avait anticipé et réussi notre transition énergétique, peut-être qu'on serait moins vulnérable à l'explosion des prix. Personne ne vous dit qu'en fait, au lieu d'être juste quelque chose qui vient vous matraquer comme une taxe carbone qui était là pour les mauvaises raisons quand le gouvernement l'a mis en place, en fait, la transition écologique, ça permet de se passer du gaz, ça permet peut-être de diminuer les trajets domicile-travail, ça permet donc de diminuer sa consommation d'essence, d'avoir plus de transports en commun, ça permet éventuellement d'avoir un modèle agricole plus résilient où on est moins aussi dépendant des cours internationaux, parce que le prix des pâtes, c'est pas que la guerre en Ukraine, ça personne vous le dit, personne vous dit qu'il y a eu le changement climatique au Canada, il y a eu une grande sécheresse au Canada l'année d'avant, que du coup les stocks avaient déjà baissé, qu'ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, que nous-mêmes depuis 10 ans, on a baissé notre production de blé dur pour les pâtes. Tout ça, en fait, c'est bien plus complexe que « Ah mince, il y a la guerre quelque part » et alors du coup, tout augmente. Et donc, on rend les Français bêtes et on leur explique pas, un, que c'est beaucoup de spéculation, quand même, et deux, que en fait, si on avait fait les bons choix et que l'État avait été responsable, peut-être que les Français seraient plus protégés par rapport à ces prix qui explosent.
Et donc, on ne fait pas de l'écologie un allié potentiel des populations. On leur présente juste comme quelque chose de punitif, de contraignant et qui va venir aggraver leurs conditions de vie qui sont déjà en train de se dégrader. Et moi, je vais me battre contre ça, en fait, parce que ce n'est pas vrai. En fait, l'écologie, ça peut être une arme aussi pour que les gens vivent mieux, et moins de cancers, et des prix moins chers sur certains produits, et ça, personne ne le dit, quoi. Mais du coup, c'est soutenir aussi une certaine forme d'industrie, c'est parler le sujet, c'est aussi parler de la relocalisation. Ouais. Vous avez parlé des émissions importées tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, typiquement, effectivement, nous, par exemple, sur les industries polluantes, voilà, nous, la ligne qu'on veut défendre, c'est qu'il vaut mieux ici qu'ailleurs, et qu'on peut tout à fait être dans une logique de réduction des activités polluantes, donc les engrais, la consommation de carburant, etc., tout en voulant maintenir les sites en France, sur un plan de 10 ans. Et donc, on l'avait, moi, avant même de rejoindre la NUPES, j'étais dans le cadre du collectif Plus Jamais Ça. On s'était par exemple battu aux côtés des raffineurs de Grand Puy. Le collectif Plus Jamais Ça qui regroupe des ONG, dont les Amis de la Terre dont vous faisiez partie, et des syndicats, par exemple, la CGT. Solidaire, voilà, il y a ATTAC, etc. Donc, c'est 8 organisations, ça Oui, c'est ça, tout à fait. 4 ONG, 4 syndicats. Exactement. FSU, enfin bon, bref. Donc ce collectif qui continue, qui est toujours actif, effectivement, nous, on s'est mobilisés aux côtés de raffineurs. Donc on pouvait dire, c'est vraiment typiquement l'industrie du passé. Mais en fait, justement, pour démontrer ça, c'est que la question, c'est pas le site de production, c'est la demande. Donc c'est pas que voilà, et qu'en fait en Europe on a fermé beaucoup de raffineries ces dernières années et ça fait pas qu'on a consommé moins d'essence, c'est qu'on consomme moins d'essence. Du coup c'est la question des besoins. C'est la question des besoins. Donc, la demande des besoins, c'est effectivement pour ça que moi le programme de la France Insoumise et maintenant qui se retrouve en partie dans celui de la NUPES en grande partie me parlait particulièrement. C'est gouverné par les besoins, c'est ce qu'on explique, c'est-à-dire qu'en fait il faut dresser la liste des besoins essentiels et y répondre et s'organiser pour y répondre de façon de plus en plus propre. En gros, c'est exactement l'inverse de la logique d'Emmanuel Macron et du modèle économique qui pousse, c'est-à-dire qu'il faut créer des nouveaux besoins pour faire marcher l'économie. Bon, en gros, c'est un peu ça. Et donc, effectivement, quand on s'organise par les besoins, voilà, il ne s'agit pas, du coup, on dit, on a encore besoin de consommer de l'essence pendant tant d'années, parce qu'en 2030, ça s'arrête, imaginons. En 2030, c'est fini, mais là, en 2025, en 2026, 27, 28, pareil pour les engrais chimiques, mais en fait, on peut garder les sites en France, voire même en relocaliser certains, parce que je pense vraiment qu'on va être de plus en plus vulnérable aux chocs internationaux et qu'on a intérêt à avoir une partie, même si ce n'est pas la totalité, mais une partie de nos activités stratégiques essentielles situées en France. Donc, consommation d'engrais, consommation de carburant, tout ça, on doit se préserver, en fait, une capacité de production nationale. Et effectivement, pour la relocalisation de nos émissions importées, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, en fait, depuis les années 80, on a délocalisé énormément d'industries. On a perdu 2,2 millions d'emplois d'emplois industriels depuis les années 80. Donc c'est énorme. Il ne faut pas chercher le problème de chômage en France. C'est quand même qu'on a perdu 2,2 millions d'emplois industriels, 1,2 million d'emplois agricoles. Bon, forcément, on a beau flexibiliser le marché du travail, à un moment donné, on n'est pas capable de recréer ces emplois si on ne relocalise pas, en fait. Et par ailleurs, au-delà de l'emploi, on a délocalisé en du coup fermant les yeux sur la pollution que ça entraînait ailleurs. Et je prendrai l'exemple le plus emblématique, c'est celui du textile. C'est vraiment l'industrie mondialisée par excellence. On a perdu plus de 310 000 emplois dans la fabrication de textiles en France depuis fin des années 70. Pour aller vers des pays avec des normes sociales et environnementales. Moins disantes. Donc ça a commencé... Ouais, voilà, et ça a commencé, en plus ça a eu plusieurs vagues parce que les délocalisations à l'étranger se poursuivent en fait. C'est-à-dire que ça a d'abord été dans le bassin méditerranéen, puis après ça arrivé en Chine, mais maintenant la Chine, c'est beaucoup trop cher pour le textile, donc c'est parti au Bangladesh, et maintenant même le Bangladesh, ça suffit plus, et il y a maintenant des usines qui vont s'installer en Éthiopie par exemple, comme H&M, parce que l'Éthiopie, c'est des salaires de $20 par mois. Donc ça leur suffira jamais en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, et contrairement à ce que les économistes libéraux nous disaient, il n'y a pas un phénomène sur 50 ans d'amélioration générale des salaires et des niveaux de vie dans ce secteur. En fait, les salaires continuent de baisser. Et donc, du coup, on voit que dans ces secteurs-là, en fait, la mondialisation n'a pas apporté de bienfaits pour la population mondiale dans sa globalité. Les salariés du textile, en fait, ne gagnent pas mieux leur vie et il y a une pression sur les salaires énorme. Et du coup, et au-delà des salaires, on a explosé les émissions. Parce que du coup, les pays qui produisent à bas coût, il y a le salaire, mais il y a aussi l'énergie pas chère.
Parce que c'est la même chose. En fait, dans le coût de production, il y a le coût du travail, mais il y a aussi le coût de l'énergie. On l'oublie, mais c'est aussi un facteur du coût que vous payez en magasin. Et l'énergie la moins chère, c'est le charbon. Et c'est l'énergie qui pollue le plus. Et donc, du coup, on a aussi augmenté en plus la production de vêtements nourris par des centrales à charbon. Et donc après, on s'étonne effectivement que les émissions aient explosé, donc dans ce secteur et dans d'autres en fait. Mais c'est vraiment lié à ça, l'emballement de la croissance des émissions mondiales est tout à fait lié à la délocalisation et à notre surconsommation. Parce que ça se répond en fait. Vous produisez moins cher, vous pouvez produire plus, vous consommez plus, vous avez besoin de plus d'énergie, plus de charbon. Et voilà, vous avez créé un système qui est extrêmement polluant. Et ça, on a voulu complètement le cacher. On a arrêté d'y penser. Voilà, plus le transport. Mais en fait, c'est la fabrication qui émet le plus en réalité. Sauf quand vous faites voyager les vêtements par avion, ce que fait le e-commerce maintenant. Et là, c'est... Mais du coup, pour relocaliser, on parlait tout à l'heure de la planification écologique, mais là justement, on est en plein dedans. Vous parliez aussi des besoins. Peut-être que c'est un sujet de discussion que vous allez avoir avec la majorité, avec Emmanuel Macron, mais dans votre programme, par exemple, parce que je le rappelle, lui aussi, il parle de planification écologique, dans le programme de la NUPES, vous avez porté l'idée d'une agence pour la relocalisation, qui dépend du Conseil à la planification écologique, chargée de recenser les secteurs industriels indispensables sur le plan social et environnemental et d'établir un plan de relocalisation adapté à chaque filière ou production stratégique identifiée. Ça va être un sujet de discussion qui sera sur la table pendant ce mandat législatif. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le gouvernement a aussi l'ambition de relocaliser une partie de l'industrie. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas du tout la même approche. En fait, ce sera toujours comme avec le gouvernement, ça va être... c'est ça le problème, il faut comprendre qu'en fait, ils peuvent partager certains objectifs, mais c'est facile de partager un objectif, un vœu pieux sur le papier. La question, c'est jusqu'où ils sont prêts à aller et quelle méthode et quelle ligne idéologique ils prennent pour se faire. Le gouvernement veut relocaliser une partie de l'industrie, mais pas pour des questions climatiques. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est rester compétitifs dans l'économie internationale. Il faut comprendre ça. Et donc, par exemple, le textile, alors que ce serait super bon pour le climat de relocaliser une partie, pas la totalité, parce qu'il ne s'agit pas de plus rien acheter au Bangladesh demain. Encore une fois, ça c'est suicidaire pour les populations aussi. On ne peut pas laisser un pays s'effondrer parce qu'on boycotte son industrie du jour au lendemain. Ce serait dramatique, ça créerait des morts et des impacts terribles. Donc on ne peut pas faire ça. C'est toujours des choses qui doivent se planifier. Il faut augmenter les salaires dans les pays du Sud aussi, là où ils produisent les vêtements. Enfin, c'est pas comme ça. Mais en tout cas... En même temps, des morts, il y en a aussi là-bas à cause de l'industrie du textile. Tout à fait, mais il y en aurait plus si du jour au lendemain, l'industrie s'arrêtait et les gens crevaient, concrètement. Enfin, c'est terrible, mais on est dans une situation... compliqué. Il faut se sortir de ça progressivement, et c'est compliqué. Mais relocaliser, disons, 30% de la production, tout en diminuant notre consommation. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à moins polluer, parce que sinon, on ne règle pas la question des émissions. Mais ça ferait beaucoup de bien au climat, ça créerait des emplois. Le problème, c'est que, mis à part dans l'industrie du luxe, Louis Vuitton et compagnie, des vêtements qui seraient vendus, fabriqués en France... ils auraient besoin de tout un système réglementaire et politique pour pouvoir être vendus à des prix abordables aux Français. Ce ne seraient pas des produits compétitifs dans l'économie mondialisée, quoi. Et donc, ce n'est pas du tout un atout. Le gouvernement ne le voit pas comme une industrie à haute valeur ajoutée qui permettrait à la France d'avoir un avantage sur ses concurrents, en fait, sur d'autres États. Et donc, ce n'est pas du tout une priorité. Sur la relocalisation textile, vraiment, le gouvernement en a rien à faire, quoi. Concrètement, eux, ce qui les intéresse, c'est certaines filières très précises, les semi-conducteurs donc dans l'électronique, les batteries électriques pour les voitures, etc., etc. Mais du coup, on n'a pas du tout la même approche. Pour nous, on dit qu'il faut relocaliser dans plein de secteurs stratégiques, même à faible valeur ajoutée, même si c'est du textile, parce que des masques, on en a manqué. Et en fait, finalement, ce n'était pas de la haute valeur ajoutée, mais on aurait bien été content de pouvoir avoir des masques pendant le Covid. Et en fait, on n'a pas du tout la même approche, quoi. Donc ça va être très compliqué. Et par ailleurs, eux, dans leur méthode, en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'ils ne sont pas vraiment prêts à mettre le paquet pour vraiment relocaliser. Je vais prendre l'exemple de l'industrie des semi-conducteurs. Ils vont investir quelques milliards dedans dans le cadre du plan de relance. Semi-conducteurs, c'est quelque chose d'essentiel pour l'industrie électronique, quoi. Et on a eu des pénuries en fait depuis le Covid, et du coup toutes les économies se disent il faudrait qu'on puisse en produire nous-mêmes parce que ça va être compliqué. Mais en fait, c'est du saupoudrage par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir une vraie industrie de semi-conducteurs qui fonctionne en France. Enfin, je veux dire, la Corée, par exemple, qui est un des leaders, investit des dizaines de milliards dans une usine, quoi. Enfin, je veux dire, donc du coup, on n'est pas du tout à l'échelle non plus, même sur les choses
qu'ils disent mettre en priorité. Donc on va avoir un vrai sujet, c'est qu'ils vont faire... En fait, c'est ça qui est terrible avec ce gouvernement, c'est que pendant 5 ans, ils ont fait semblant d'agir sur des choses et en fait, ils ont très très peu changé de choses sur le concret, sauf sur les réformes sociales comme le chômage, voilà. Mais et là, ce sera pareil, je pense. Il y a une dernière chose que je voudrais aborder avec vous avant de conclure. La presse aime bien vous désigner comme l'ennemi numéro 1 d'Amazon. Oui. Parce que vous, à l'époque, avec les Amis de la Terre, vous avez mené quand même de grosses luttes contre cette entreprise américaine, notamment contre l'implantation d'un entrepôt sur une friche industrielle. Vous avez eu gain de cause puisque le projet est abandonné. On en est où aujourd'hui, après vos différentes victoires? Est-ce qu'on a encore affaire à ce type de prédateurs, notamment à Amazon? Je crois qu'il y a encore un certain nombre de terrains qui sont visés, où il y a des projets. On en est où, un petit point? Oui, un petit point. Déjà, effectivement, c'est un surnom qui est rigolo, mais c'est pas totalement usurpé, parce qu'effectivement, on a été... moi et mes camarades, on a été vraiment les seuls à mener la bataille contre cette multinationale qui est très très prédatrice. Et on était vraiment le barrage contre le Pacifique, quoi. Enfin, pendant 5 ans, on a trouvé, entre guillemets, un point faible qu'ils avaient, c'est-à-dire les entrepôts et le fait que ça prenne du temps pour eux d'ouvrir des entrepôts. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout fini. Amazon, en fait, vis-à-vis de la France, est dans une stratégie d'accélération de la prise de contrôle du marché français. Ils ont maturé en Allemagne et au Royaume-Uni. Maintenant, la France, c'est le prochain pays de l'Union européenne à conquérir. Quand je dis de maturation, ça veut dire commencer à représenter quasiment 40 à 50% du commerce de produits non alimentaires en ligne, quoi. Donc ça veut dire avoir un poids, en fait, dans l'économie qui devient très important. Ils n'en sont pas là encore. Ils n'en sont pas là, mais ils vont y arriver. Et pour ça, ils ont effectivement... Leur stratégie, c'est d'avoir plein d'entrepôts partout pour pouvoir vous livrer rapidement, en moins de 24 heures. Et votre abonnement Prime, moins de 24 heures, c'est aussi l'abonnement pour regarder les séries, etc. Leur but, c'est de rendre le consommateur français et les autres captifs, en fait, de l'univers Amazon, qui vous offre plein d'avantages. On est en plein dedans, là. Voilà, qui vous offre plein d'avantages que d'autres ne vous offrent pas à des prix imbattables, quitte à vendre à perte, parce que je vais le dire, ils vont me poursuivre en diffamation, mais Amazon, en fait, le système est un gigantesque système de vente à perte, ce qui est interdit normalement. Très complexe, hein, c'est pas aussi basique que je vends à perte, mais en fait, en gros, ça revient à ça. Et en fait, l'Union européenne, aussi néolibérale soit-elle, a laissé et les États-Unis ont laissé ce système se développer jusqu'à ce qui tue en fait toute la concurrence autour de lui et que ce soit un quasi-monopole. Et donc voilà, là en France fait face à cette menace et les impacts, s'il ne se passe rien, les impacts vont être dramatiques en termes de destruction d'emplois. Parce que le e-commerce a déjà détruit 85 000 emplois en France, en solde net, et donc ça va continuer. Et moi, j'ai qu'une peur, c'est que le e-commerce commence à exploser dans l'alimentaire aussi. Voilà, là, on voit plein de petites épiceries, les dark kitchen, machin, les dark stores. Vous livrer en 2 minutes votre paquet de cacahuètes, je sais pas quoi. Ça va faire très mal, parce que dans l'alimentaire, dans le commerce alimentaire, il y a énormément d'emplois. Le commerce, c'est le premier employeur de France. Si on laisse le e-commerce remplacer ces emplois et détruire 2 fois plus d'emplois qu'il n'en crée, dans 10 ans, on va avoir un problème très sévère de chômage, en fait. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Il sera trop tard. Comme pour l'industrie. Et on va se réveiller, on va dire « Ah merde, on a perdu 500 000 emplois, 600 000 emplois dans le commerce ». Et nous, on lutte pour que ça n'arrive pas. En dévitalisant notamment les centres-villes. Tout à fait. Parce qu'en fait, en gros, le commerce, il y a besoin d'entrepôts. Hein, parce que c'est pas... Il y a le magasin, mais vous avez aussi toute la marchandise qui est stockée dans les entrepôts. Donc, la logistique existe pour le commerce. Mais vous avez aussi l'étape magasin, avec des vendeurs, des gens qui nettoient les magasins. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Le e-commerce, vous avez l'entrepôt, et vous remplacez l'étape magasin par l'étape livraison. Juste. Mais l'étape livraison, donc vous avez besoin de moins d'employés. En plus, les livreurs, en général, vous les maltraitez, vous les sous-payez, voire vous employez des gens qui n'ont pas de papier. On a vu le cas chez Amazon, où en fait, Amazon à Rouen a des sous-traitants. Et en fait, les sous-traitants emploient des gens sans papier dans des conditions terribles, quoi. Voilà, donc ça, c'est la livraison. Et c'est comme ça que mathématiquement, vous détruisez des emplois dans le commerce, en fait, et que le e-commerce détruit de l'emploi. Et vous voulez l'interdiction, vous voulez une loi pour interdire l'installation de ces entrepôts? Alors oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le e-commerce, c'est maintenant une réalité. Enfin, on ne reviendra pas en arrière sur le fait que les gens se fassent livrer des choses. Par contre, c'est qui le fait et comment. Et donc oui, nous, ce qu'on veut interdire, c'est déjà les méga gigantesques entrepôts des Amazon et des Alibaba qui vont tuer toutes les autres entreprises en fait, du commerce. On voudrait
moi, auprès de l'Union européenne, il faut pousser au démantèlement d'Amazon, concrètement, comme c'est en train d'être réfléchi aux États-Unis, avec beaucoup de difficultés. Mais les États-Unis, qui ne sont pas des grands gauchistes, envisagent de démanteler Amazon parce que cette entreprise est devenue trop puissante pour l'économie et est une machine à monopole, en fait. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et du coup, de favoriser un e-commerce qui soit un e-commerce des petits commerces, en fait. Ce qui est possible. On a, par exemple, en Île-de-France, tout un réseau de librairies, donc de petites librairies qui ont développé leur système de e-commerce, qui marche très bien, qui satisfont les clients et qui en même temps leur permettent d'avoir des gens qui viennent en magasin, etc. Et ça, pour nous, c'est l'écosystème un peu rêvé. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas revenir 20 ans en arrière, mais en même temps, on préserve les petites boutiques, les cœurs de ville, les emplois, les gens qui vous conseillent des... Voilà, c'est vers ça qu'on tendrait, quoi, idéalement. Et pour ça, il faut bloquer effectivement l'expansion des très gros qui vont tout détruire et pas laisser de place aux petits, quoi. C'est ça aussi l'écologie populaire. Quand on parle d'écologie populaire, c'est aussi penser l'emploi, la vie des gens, voilà, les questions économiques, de survie, etc. Mais tout en ayant encore en tête la nécessité de la sortie de certaines industries les plus polluantes. C'est exactement ça. En fait, et c'est pas du tout remettre en cause... Enfin, c'est pas du tout mettre de l'eau dans son vin ou être trop pragmatique. En fait, c'est la seule voie pour y arriver. C'est d'avoir une voie qui soit, en fait, qui préserve, enfin, qui mette tout le monde dans une situation d'égalité et d'équité plutôt vis-à-vis de la transition écologique, de comprendre, comme je le disais, qu'il y a des gens qui sont soumis par leur métier, leur lieu de vie, à des contraintes qui sont bien plus fortes que d'autres, que d'ailleurs, si on prenait les choses d'un point de vue global, donc sur les émissions importées, sur les activités polluantes de nos multinationales, en fait, c'est les gens qui travaillent dans les grandes boîtes, les grands cadres, qui devraient être soumis à ces contraintes morales et pratiques beaucoup plus que les ouvriers, en réalité. Mais ce n'est pas le cas. Et en fait, la version de l'écologie qu'on nous raconte depuis 10 ans, elle est orientée, politiquement. Elle est orientée au service du système néolibéral et des puissants. Et donc, en fait, l'écologie populaire, c'est juste de créer un nouveau récit et d'apporter, qui est tout aussi juste que l'autre. Enfin, c'est-à-dire qui est même plus juste, mais c'est-à-dire de dire... En fait, la version qu'on vous raconte de l'écologie n'est pas neutre. Et nous, on ne vient pas créer une écologie matinée de sociale pour faire plaisir aux gens et avancer. On vient, en fait, raconter un autre récit qu'on ne vous a pas raconté parce que ce n'est pas neutre, la version dont on vous parle de l'écologie. C'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens. Comme je vous disais sur les prix, par exemple. En fait, voilà, il y a deux manières de raconter les choses, mais on peut aussi vous parler d'une écologie qui aurait fait baisser les prix en France, par exemple. Et ça, on ne le dira pas. Donc, en fait, c'est tellement vaste, l'écologie, qu'on peut, en fait, la construire comme on veut, et qu'en fait, c'est une question sociale et économique à part entière, en réalité. Mais aussi parce que ces économies, ces industries ne sont pas seulement dangereuses pour l'environnement, mais pour la santé des personnes, en fait. Alors ça aussi. Mais ça, c'est deux sujets. Moi, j'en parlais pour montrer que les populations... qui vivent près des usines ou qui travaillent dans les usines sont forcément... on oublie de les présenter comme les premières victimes, en fait, des activités de ces entreprises. Parce qu'on dit, voilà, elles ont leur travail, elles ne veulent pas qu'elles ferment. Évidemment, les ouvriers des usines ne veulent pas que les usines ferment. Mais par contre, on oublie souvent de dire qu'en fait, c'est aussi eux qui ont attrapé des cancers. Vous avez dit au début d'émission. C'est ça, exactement. Donc, ce n'est pas le changement climatique, c'est la santé. Mais tout ça, c'est lié à comment on produit et quelles normes aussi on met pour que ce soit le moins impactant possible, quoi. Je vous remercie, Alma Dufour. Merci d'être venue aux médias. Je le rappelle, pour ceux qui nous regardent, ces émissions sont aussi sous forme de podcast, donc vous pouvez aussi les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Face à l'urgence, il est un peu particulier car il est le dernier de la saison. Je regrette que certains responsables politiques invités, notamment ceux de la majorité présidentielle, qu'ils soient En Marche, Modem ou Horizon, ainsi que la droite LR, n'aient pas répondu favorablement à nos invitations, de la même manière que je regrette qu'à une gauche, une partie des candidats à l'élection présidentielle ne soit pas non plus venue. Cette émission, elle est le fruit d'un choix éditorial du média, l'illustration de notre volonté de renverser la hiérarchie de l'information, de privilégier notamment l'écologie et le climat dans notre traitement éditorial. Ici, aux médias, nous avons d'autres priorités. Nous portons des sujets souvent sous-estimés ou méprisés par la presse traditionnelle. Nous faisons aussi le choix d'aller en profondeur, de prendre le temps, de développer, de faire en quelque sorte du slow journalisme, version web et audiovisuelle. Et c'est ce que nous avons fait avec cette émission tout au long de la saison, en prenant le temps, avec nos invités, d'aborder des enjeux politiques souvent balayés rapidement ailleurs. Pour qu'on puisse continuer, je vous invite donc à nous soutenir, à devenir sociaux, à nous partager, à parler de nous au maximum autour de vous.
N'hésitez pas à commenter nos productions, nous lisons très attentivement vos remarques. Un petit merci avant de vous laisser à tous mes collègues. Je ne vais pas tous les citer car ils sont nombreux. Je vais me contenter de citer ceux qui travaillent sur cette émission. Les cadreurs, Élie Bonneton et Léo Legade, Jordan Escoda qui gère le son. Au montage, Marion Plantier, Alexis Debaille, Lorenzo et Arthur Cotier, Bertrand Bernier à la production et aux réseaux sociaux, Osman Zamine. Un grand merci à eux. Voilà, j'espère ne pas rendre jaloux les autres. Mais je pense évidemment aussi à eux. Le média, c'est une incroyable aventure collective, c'est une équipe en or. Il faut se rendre compte que ces émissions, c'est du travail, beaucoup de monde, une vraie équipe en coulisses pour assurer un son, une image de qualité, des informations vérifiées, sourcées, de l'enquête, des interviews qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quant à nous, je vous dis à très vite. On reste ensemble cet été. Celles et ceux qui peuvent profiter des beaux jours, partir en vacances, on se revoit à la rentrée. Ciao, merci encore Alma Dufour d'être venue sur le plateau du Média. Merci.